Ok, on a continué et fini avec livre là, deuxième et troisième trimestre de la partie historique de ce livre. 66. Comment Christophe Colomb fut-il reçu en Espagne au retour de son premier voyage? Au retour de son premier voyage, le roi Ferdinand et la reine Isabelle reçurent Christophe Colomb avec la plus grande joie et les plus grands honneurs. Les Espagnols vinrent en foule écouter le récit de ses découvertes, mais surtout voir et désirer l'or d'Haïti. 67. Christophe Colomb eut-il de la difficulté à préparer un deuxième voyage? Christophe Colomb prépara facilement un deuxième voyage car tous les Espagnols voulaient voir de leurs yeux le nouveau monde et surtout y ramasser beaucoup d'or. 68. Avec combien de bateaux et combien d'hommes Christophe Colomb repartit-il pour Hispaniola? Christophe Colomb repartit pour Hispaniola avec 17 bateaux et 1500 hommes impatients de s'enrichir et avec des provisions de toute espèce. 69. À son retour dans le Marien, que chercha Christophe Colomb? À son retour dans le Marien, Christophe Colomb chercha vainement le fort de la Nativité. 70. Qui apprit à Colomb ce qui était arrivé durant son absence? C'est son fidèle ami Guacanagaric qui a appris à Christophe Colomb le désastre survenu durant son absence. 71. Quel sentiment éprouva Christophe Colomb en apprenant cette nouvelle? En apprenant cette nouvelle, Christophe Colomb éprouva une grande tristesse. 72. Que fit Christophe Colomb après avoir appris la destruction du fort de la Nativité? Après avoir appris la destruction du fort de la Nativité, Christophe Colomb contourna la côte nord de l'île et s'arrêta non loin de Monte Cristi, où il fonda une ville. Comment Christophe Colomb nomma-t-il cette ville? Souvenir de la reine d'Espagne, sa bienfaitrice. 74. Quand reprirent les Espagnols installés à Isabela? Les Espagnols installés à Isabela entreprirent des expéditions pour explorer l'intérieur de l'île. 75. Que découvrirent les Espagnols dans leurs expéditions à l'intérieur de l'île? Les Espagnols découvrirent le Cibao et une immense plaine qu'ils appelèrent Vega Real. Ils ramassèrent aussi beaucoup d'or. 76. Que fit construire Christophe Colomb dans cette région? Christophe Colomb fit construire 2 forteresses dans cette région. La forteresse Saint-Thomas et la forteresse Magdalena. 77. Caonabo était-il l'ami des Espagnols? Non, il les considérait comme des envahisseurs. 78. Pour essayer de chasser les Espagnols, que fit Caonabo? Pour essayer de chasser les Espagnols, Caonabo fit alliance avec Guarionex et marcha sur Isabelle. Il ne réussit pas dans son entreprise. 79. Que demandèrent alors les Espagnols à Christophe Colomb? Les Espagnols, qui avaient eu peur, demandèrent à Christophe Colomb de s'emparer du dangereux Caonabo. 80. Qui fut chargé d'arrêter Caonabo? C'est Ojeda
jeune Espagnol audacieux et plein de ruses qui fut chargé d'arrêter Caonabo. 81. Où se présenta Ojeda avec une escorte de 9 cavaliers. Ojeda se présenta devant Niti, village où résidait Caonabo. 82. Comment le cacique Caonabo reçut-il Ojeda? Le cacique Caonabo, après avoir longtemps refusé, finit par recevoir Ojeda. 83. Comment Ojeda transporta-t-il Caonabo? Pour transporter plus vite Caonabo à Isabella, Ojeda le prit en croupe, l'attacha solidement et lui fit mettre des menottes. 84. De quoi Ojeda persuada-t-il Caonabo? Ojeda persuada Caonabo qu'il lui fallait se rendre à Isabelle pour signer la paix avec les Espagnols. 85. Qu'inventa Ojeda pour pouvoir mettre les menottes au poignet de Caonabo? Pour pouvoir mettre les menottes au poignet de Caonabo, Ojeda lui dit que c'était des ornements d'origine céleste que les souverains d'Espagne ne portaient qu'aux grandes cérémonies. 86. Que fit Ojeda? Alors le traître Ojeda donna le signal du départ et le petit groupe de cavaliers disparut vers Isabella dans un tourbillon de poussière. 87. Quel fut le sort de Caonabo? Caonabo fut mis en prison à Isabelle et quelques mois plus tard, il fut embarqué pour l'Espagne. Il disparut en mer avec le bateau qui le portait. 88. Après cette trahison, que firent les Indiens de la Maguana? Les Indiens de la Maguana, indignés de cette trahison, voulurent continuer la lutte contre les Espagnols malgré la perte de leur chef. 89. Qui les Indiens mirent-ils à leur tête pour remplacer Caonabo? Pour remplacer Caonabo, les Indiens mirent à leur tête Manicatex, frère de Caonabo, borgne mais habile guerrier. 90. Combien d'Indiens se mirent sous les ordres de Manicatex? 100 000 Indiens furent assemblés et dirigés contre Isabella. 91. Où ces Indiens rencontrèrent-ils les Espagnols? Les Indiens rencontrèrent les Espagnols dans la plaine de la Vega Real. 92. Les Espagnols étaient-ils nombreux? Le groupe des Espagnols que les Indiens rencontrèrent dans la plaine de la Vega Real comprenait de 100 fantassins et 20 cavaliers qui étaient accompagnés de chiens féroces. 93. Dès le commencement de la bataille, qu'arriva-t-il aux pauvres Indiens? Dès le commencement de la bataille, les Indiens furent terrifiés par les armes de leurs ennemis qui les tuaient de loin, par les chevaux qui les écrasaient et par les chiens qui les déchiraient. 94. Combien y eut-il d'Indiens à périr dans ce combat de la Vega Real? Ce combat de la Vega Real fut un massacre. Les Indiens moururent par milliers. 95. En quelle année eut lieu le combat de la Vega Real? Le combat de la Vega Real eut lieu en 1495. 96. À partir de cette époque, à quoi obligea-t-on tous les caciques? À partir de cette époque, 1495, tous les caciques de l'île furent forcés de payer
à Colomb un tribut annuel coton, tabac, grain, d'or. Ça veut dire que Colomb débarqué décembre 92, presque janvier 93. Donc 2 ans plus tard, année 95, tout grand don pays a cassé yo en bas men Colomb y a payé tribut annuel, y a payé taxe sous tête te pa yo encore. C'est comme ça blanc servi. 97. Que réclamèrent les Espagnols de Colomb? Les Espagnols réclamèrent de Colomb l'esclavage des Indiens. 98. Colomb accorda-t-il aux Espagnols ce qu'ils demandaient? Colomb n'eut pas le courage de repousser la demande injuste et criminelle des Espagnols. 99. Comment Colomb accorda-t-il des esclaves à ses compagnons? Colomb divisa le pays conquis en lots de terre et les distribua à ses compagnons avec un certain nombre d'Indiens qui devaient travailler la terre. 100. Comment Colomb s'appelait cette distribution de terre et de personnes? Cette distribution de terre et de personnes s'appelait repartimiento. 101. À quoi furent condamnés les Indiens du Cibao? Les Indiens du Cibao furent condamnés au travail pénible des mines d'or. 102. À quoi furent condamnés les autres Indiens? Les autres Indiens furent repartis comme esclaves sur des plantations du tabac et de coton. 103. Les Indiens s'habituèrent-ils à leur sort d'esclaves? Les Indiens n'étaient pas habitués à la fatigue corporelle. Le travail qu'on leur demandait était au-dessus de leur force. Ils étaient maltraités, la maladie et le chagrin les accablaient. Aussi, les malheureux Indiens moururent en grand nombre. 104. Tous les Espagnols d'Isabella étaient-ils amis de Colomb? Non. Parmi ses compagnons d'Isabella, Christophe Colomb avait beaucoup d'ennemis. 105. De quoi les Espagnols d'Isabella rendirent-ils Christophe Colomb responsable? Ils le rendirent responsable du misérable sort des Indiens. 106. Que firent les ennemis de Colomb? Ils le dénoncèrent à la reine Isabelle qui aimait les Indiens. 107. Quel fut le principal révolté parmi les Espagnols d'Isabella? Le principal révolté parmi les Espagnols d'Isabella fut Roldan. 108. Qui était Roldan? Roldan était un protégé de Christophe Colomb qui en avait fait un juge à Hispaniola. Il se révolta contre son bienfaiteur. Sa révolte dura longtemps et fit beaucoup de mal à la nouvelle colonie. 109. Comme les plaintes continuaient, qu'ordonna Isabelle? Comme les plaintes continuaient, Isabelle ordonna une enquête sur l'administration de Colomb. 110. À qui fut confiée cette enquête? Cette enquête fut confiée à Jean Aguado. Qui Jean Aguado écouta-t-il? Jean Aguado n'écouta que les ennemis de Colomb. 112. Que fit Christophe Colomb pour se justifier? Pour se justifier, Christophe Colomb fit un voyage en Espagne et il n'eut qu'aucune peine à prouver l'injustice de ses calomniateurs.
113. À son retour à Hispaniola, les ennemis de Christophe Colomb le laissèrent-ils tranquille? Dès le retour de Christophe Colomb à Hispaniola, les mensonges et les accusations recommencèrent. 114. Qui fut envoyé à Hispaniola pour une nouvelle enquête? La Cour d'Espagne envoya à Hispaniola Bobadilla pour une nouvelle enquête. 115. Qui était Bobadilla? Bobadilla était ambitieux, brutal et grand ennemi de Christophe Colomb. 116. Que fit Bobadilla à peine débarqué à Santo Domingo? À peine débarqué à Santo Domingo, Nouvelle-Isabelle, Bobadilla fit arrêter Christophe Colomb et son frère Barthélemy Colomb, les fit charger de chaînes et condamner à mort. 117. Bobadilla mit-il les deux frères Colomb à mort? Bobadilla, au lieu d'exécuter la sentence, se contenta de les envoyer en Espagne. 118. Comment la reine Isabelle reçut-elle Colomb cette fois? La reine Isabelle n'adressa aucun reproche à Colomb. Au contraire, elle le reçut comme un ami et fut indignée des mauvais traitements que Bobadilla lui avait fait subir. 119. La reine Isabelle redonna-t-elle à Colomb tous ses titres? La reine Isabelle ne remit pas l'amiral en possession des titres et privilèges accordés en 1492. 120. Colomb resta-t-il en Espagne? Christophe Colomb partit pour un 4e voyage, mais on lui avait imposé comme condition qu'il ne toucherait pas Hispaniola. 121. Que fit Christophe Colomb après ce voyage et quand mourut-il? Après ce voyage, Christophe Colomb rentra en Espagne. Il mourut à Valladolid le 20 mai 1506, âgé de 55 ans. 122. Où reposent ses restes? On transporta ses restes à Santo Domingo en 1526. 123. Qu'appelait-on Nouvelle-Isabelle? La Nouvelle-Isabelle était une ville fondée par Barthélemy Colomb sur la rive est du fleuve Ozama. 124. Qui changea la place de cette ville? C'est Nicolas Ovando qui, en 1502, la transféra sur la rive ouest de l'Ozama et il lui donna le nom de Santo Domingo. 125. Que fit Ovando pour cette ville? Ovando développa et embellit cette ville qui devint la capitale d'Hispaniola. 3e trimestre. 126. Quand fut révoqué Bobadilla? Bobadilla fut révoqué en 1501. 127. Par qui fut remplacé Bobadilla? Bobadilla fut remplacé par Nicolas Ovando. 128. Quel titre avait Nicolas Ovando? Il avait le titre de gouverneur. 129. Quand le gouverneur Ovando arriva-t-il à Hispaniola? Nicolas Ovando débarqua à Hispaniola en 1502. 130. Comment Ovando administra-t-il la colonie? Ovando administra la colonie avec ordre et énergie et la rendit prospère par le développement et l'agriculture. 131. Qui jouissait encore d'une grande puissance et d'une certaine liberté? À l'arrivée d'Ovando à Hispaniola,
Anacaona et Cotubanama jouissaient encore une grande puissance et d'une certaine liberté. 132. Qui était Anacaona? Anacaona était la veuve de Caonabo. Elle régnait sur le Zaragua depuis la mort de son frère Boekio. 133. Que décida Ovando au sujet d'Anacaona et de Cotubanama? Ovando décida de soumettre entièrement les deux caciques. 134. Par qui Ovando décida-t-il de commencer? Ovando décida de commencer par la reine Anacaona qui possédait une province vaste et fertile. 135. Quel moyen choisit-il pour soumettre Anacaona? Pour soumettre Anacaona, Ovando choisit la trahison. 136. Qu'est-ce qu'Ovando annonça à la reine du Zaragua? Ovando annonça à Anacaona, la reine du Zaragua, une visite d'amitié et prit le chemin de Léogane avec 300 fantassins et 200 cavaliers. 137. Comment Anacaona reçut-elle Ovando? Anacaona reçut Ovando comme un roi et comme un ami. 138. Comment étaient les rues et les maisons de Léogane pour recevoir Ovando? Par ordre de la reine Anacaona, les rues de Léogane étaient pleines de fleurs et les maisons ornées de palmes. 139. Quelle fête donna-t-on en l'honneur des Espagnols? En l'honneur des Espagnols, on donna de belles fêtes indiennes où ne manquèrent ni les festins, ni les aretos, ni les gaies parures, ni les danses joyeuses. 140. Que proposa à son tour Ovando? À son tour, Ovando proposa une fête européenne, une sorte de revue militaire. 141. La reine et les chefs indiens acceptèrent-ils cette invitation? La reine accepta sans hésiter. Les chefs indiens, pleins de curiosité et sans défiance, se rendirent en foule à cette fête guerrière. 142. Que firent les arquebusiers et les cavaliers espagnols? Les arquebusiers et les cavaliers espagnols firent des évolutions applaudis par les assistants et ensuite formèrent un carré autour de la salle des cérémonies où les Indiens étaient réunis devant leur reine. 143. Que fit à ce moment Ovando? À ce moment, Ovando porta la main à la croix placée sur sa poitrine. 144. Qu'était ce geste? Ce geste était un signal. 145. Que firent les Espagnols à ce signal? Les Espagnols, à ce signal, saisirent les Indiens, les attachèrent à des colonnes, se retirèrent et mirent le feu à la salle. 146. Anacaona eut-elle le même sort que les chefs indiens? La reine fut épargnée pour le moment. Elle assista, impuissante, au supplice de son peuple bien-aimé. 147. Comment les Espagnols traitèrent-ils Anacaona ensuite? La reine Anacaona fut enchaînée, conduite à Santo Domingo et pendue enfin sur la place publique. 148. Par qui était gouverné le royaume du Higüey?
Le royaume du Higwe était gouverné par Kotubanama. 149. Comment était surnommé Kotubanama? Kotubanama était surnommé le farouche à cause de sa taille de géant et de sa force extraordinaire. 150. Kotubanama cherchait-il la guerre? Kotubanama ne cherchait pas la guerre. Il avait laissé les Espagnols s'établir à Santo Domingo, tout près de sa province. 151. Par qui Ovando fit-il envahir le Higwe? Ovando fit envahir le Higwe par Jean Esquibel, un jeune officier intrépide. 152. Comment se défendit Kotubanama? Kotubanama se défendit avec bravoure. Il ne fut pas vaincu. Cependant, il accepta un traité avantageux pour les Espagnols. 153. Ovando se contenta-t-il des avantages de ce traité? Ce n'était pas assez pour Ovando, qui bientôt après envahit de nouveau la province du Higwe. Esquibel commanda encore l'opération et, cette fois, il fut vainqueur. 154. Quel fut alors le sort de Kotubanama? Kotubanama s'enfuit dans l'île de la Sanoa où les Espagnols le poursuivirent et le firent prisonnier. Il subit le sort d'Anacaona. 155. Quelle était la situation des Indiens après la mort de Kotubanama? Après la mort de Kotubanama, tous les Indiens d'Hispaniola étaient esclaves au profit d'un petit nombre d'Espagnols. Ils ne résistèrent pas longtemps à leur sort. 156. Pourquoi fit-on venir des Noirs en Haïti? Comme les Indiens n'étaient pas de vigoureux travailleurs et que leur nombre diminuait de plus en plus, on fit venir des Africains à Hispaniola. 157. Quand les premiers Noirs arrivèrent-ils en Haïti? Les premiers Noirs arrivèrent en Haïti en 1503 sous le gouvernement d'Ovando. 158. D'où venaient ces Noirs? Ces Noirs venaient des côtes d'Afrique. Les marchands européens les arrachaient de leur pays natal, les jetaient sur des bateaux appelés négriers, qui les transportaient dans le Nouveau Monde. Les capitaines de ces navires les vendaient comme des animaux aux colons espagnols. 159. En Haïti, quel était le sort de ces pauvres Noirs? Éloignés de leurs parents, condamnés pour toujours à l'esclavage, ils étaient maltraités par leurs maîtres cruels et forcés d'accomplir presque sans repos les travaux les plus fatigants. 160. Qui appelle-t-on protecteur des Indiens? C'est la Cassa. Il aimait beaucoup les Indiens et se dévoua entièrement pour eux. 161. Malheureusement, que conseilla-t-il à Charles Quint? Malheureusement, il conseilla à l'empereur Charles Quint d'autoriser de nouveau la traite des Noirs. Un instant défendu, ce commerce révoltant fut, en effet, repris en 1517. 162. Quel cacique sauva l'indépendance des derniers Indiens? C'est le cacique Henri. 163. Qui était le père du cacique Henri et comment mourut-il? Le père de Henri était le cacique du Baourico. Il mourut dans le massacre du Zaragua et Henri lui-même n'échappa que miraculeusement
à ce massacre? 164. Comment Henri fut-il élevé? Henri fut baptisé et reçut une éducation chrétienne dans un couvent de religieux. Il eut pour maître le père Rémy. Toute sa vie, il fut fidèle à la foi de son enfance. 165. De qui Henri devint-il l'esclave? Henri devint l'esclave de Valenzuela. 166. Comment Valenzuela traita-t-il son esclave? Valenzuela lui imposait les travaux les plus pénibles et lui faisait subir beaucoup d'humiliations et d'injustices. Il alla jusqu'à insulter sa femme Mencia, une indigène baptisée et d'une grande beauté. 167. Que fit alors Henri? Alors Henri se révolta. Il déroba des armes aux Espagnols et se retira avec quelques compagnons dans les montagnes du Bahoruco. 168. Valenzuela le laissa-t-il tranquille? Valenzuela, à la tête d'une douzaine d'hommes, se lança à la poursuite d'Henri. 169. Que fit Henri quand il vit son ancien maître? Henri, quand il vit son ancien maître, l'apostropha hardiment. Renoncez à nous reprendre, car jamais nous ne servirons les Espagnols. Nous avons juré de vivre libres ou de mourir. 170. Que fit alors Valenzuela? Valenzuela, furieux, lança l'ordre à sa troupe de s'emparer d'Henri. 171. Quel geste eut Henri envers Valenzuela? Les Espagnols furent complètement vaincus et c'est Valenzuela qui tomba au pouvoir d'Henri. 172. Quel geste eut Henri vers Valenzuela? Henri lui rendit la liberté en lui disant: Allez, remerciez Dieu de ce que je vous laisse la vie, et ne revenez pas ici. 173. Combien de temps Henri passa-t-il dans le Bahoruco? Henri devait passer plus de 13 années dans le Bahoruco. 174. Henri eut-il beaucoup de sujets? Ces sujets augmentèrent rapidement, car les Indiens échappaient à leur maître pour aller vivre libres dans la montagne. Bientôt, Henri fut proclamé cacique par ses 3000 sujets. 175. Comment le cacique Henri organisa-t-il la vie des Indiens dans le Bahoruco? Il organisa tout d'une façon admirable. Les hommes partageaient leur temps entre l'exercice des armes et la surveillance de l'ennemi, la construction des maisons et la culture de la terre. 176. Sous le gouvernement du cacique Henri, les Indiens étaient-ils heureux dans le Bahoruco? La discipline était sévère, mais l'ordre, la tranquillité, le travail et la justice régnaient dans le Bahoruco. 177. Les Indiens du cacique Henri attaquaient-ils les Espagnols? Les Indiens n'attaquaient jamais, mais se défendaient toujours. Chaque rencontre avec les Espagnols fut pour eux une victoire qui leur procurait de nouvelles armes. 178. Les Espagnols, impuissants avec Henri par la force, quel autre moyen essayèrent-ils? Les Espagnols, impuissants avec Henri par la force, essayèrent un autre moyen. Ils demandèrent au père Rémy d'aller négocier la paix avec lui. 179. Comment Henri reçut-il le père Rémy? Henri, qui aimait beaucoup son ancien maître,
le reçut avec une grande bienveillance, mais refusa d'écouter les propositions des Espagnols. Plus tard, d'autres délégués furent envoyés auprès d'Henri. Aucun ne réussit dans sa mission. 180. Dans quelles conditions se trouvait alors la colonie espagnole? La colonie espagnole était en danger. Les esclaves africains, à leur tour, venaient de se révolter sur la propre habitation du vice-roi, Don Diego Colón. 181. Que fit l'empereur Charles Quint et que promit-il au cacique Henri? L'empereur Charles Quint, inquiet, écrivit une lettre au cacique Henri pour lui demander sa soumission et lui offrir l'indépendance complète pour lui et tous les Indiens. 182. Henri accepta-t-il les propositions de l'empereur? Cette fois, Henri conclut un traité avec Barrio Nuevo, l'ambassadeur spécial, qui lui remit la lettre de l'empereur. 183. Après avoir signé un traité, que fit Henri? Après avoir hésité quelque temps, il mit bas les armes et s'établit à Boya, bourg situé à 100 km au nord de Santo Domingo.